Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui partagent avec vous leurs conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. S'il y a bien un sujet qui nous concerne tous lorsqu'on fait des travaux petits ou gros, c'est la peinture. Mais je trouve qu'il est difficile de savoir comment faire un choix éclairé pour sa peinture, notamment en termes d'écologie, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière les étiquettes. COV, classement A+, peinture bas carbone, peinture biosourcée, tous ces termes ne sont pas toujours très clairs, on ne sait pas ce qu'ils signifient vraiment. Alors pour bien comprendre ce qu'il y a dans les pots de peinture, je suis allée voir des experts. Chez Unicalo, on prend le sujet très au sérieux depuis des dizaines d'années déjà. Ce sont les pionniers depuis longtemps sur la peinture biosourcée par exemple, et maintenant également sur le sujet de la peinture recyclée et circulaire avec leur gamme Circouleur. Alors ouvrez grand les oreilles et plongez avec moi dans le monde de la peinture et de ses enjeux environnementaux avec Unicalo, vrai sujet sur lequel bien se renseigner quand on se lance dans des travaux. Bonne écoute. Bonjour Lucie, bonjour Charlotte. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bienvenue sur le chantier. Je suis venue vous rejoindre chez Unicalo à Bordeaux. Unicalo, le fameux fabricant de peinture basé en Gironde et aujourd'hui développé dans toute la France. Pour parler ensemble aujourd'hui de peinture, bien sûr, mais aussi d'environnement, d'écologie, de fabrication. Vous êtes toutes les deux les invitées parfaites pour discuter de ces sujets, puisque vous êtes les spécialistes sur les sujets de la peinture bas carbone, on va dire, et de la fabrication de la peinture chez Unicalo. Pour commencer, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez toutes les deux vous présenter pour les auditeurs, nous expliquer ce que vous faites dans la vie et en quoi consiste votre métier, en quelques mots, au quotidien ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Lucie Durier, donc je suis chez Unicalo depuis 7 ans et demi maintenant. Et je suis chef de produit donc pour les produits intérieurs, particulièrement. Ok. Donc mon rôle, c'est de piloter le développement et de gérer un produit ou des gammes de produits donc, sur l'intérieur. Ça va de l'analyse de marché jusqu'au lancement produit et au suivi des performances. Et donc c'est un rôle qui est assez transverse. On coordonne plusieurs équipes, que ce soit avec le laboratoire, la R&D, le commerce, les achats, ça va même des fois jusqu'à la prod, l'ADV. Et donc le but, c'est de sortir des produits qui sont alignés avec la vision de la direction et surtout qui répondent aux besoins de nos clients. D'accord. Donc tu travailles en étroite collaboration avec Charlotte. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc moi, je suis Charlotte Moyert. Je suis chez Unicalo maintenant depuis 16 ans. Je suis rentrée au laboratoire en tant qu'ingénieure chimiste et formulatrice pour développer d'ailleurs spécifiquement une gamme de peinture biosourcée. Et aujourd'hui, je suis la directrice technique de la société. Et donc, j'accompagne les services scientifiques liés aux produits et donc notamment les laboratoires de recherche, développement, innovation, contrôle qualité, colorimétrie, réglementation, etc. C'est chouette, c'est une belle évolution dans l'entreprise en 16 ans. Alors, j'aime bien commencer, moi, les épisodes par l'histoire de la marque dont on parle. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu la belle histoire ? En plus, elle est belle, cette histoire familiale d'Unicalo qui a 90 ans déjà cette année. Oui, tout à fait. On fête nos 90 ans cette année. Unicalo, c'est l'histoire d'une entreprise familiale française qui a débuté en 1936, qui a été rachetée par Serge Pestoury en 1977. D'accord. Donc ça a commencé à Bègles, en Gironde, dans un atelier de peinture avec la conviction de fabriquer des peintures professionnelles de qualité et dans le respect des hommes et de l'environnement, bien sûr. D'accord. Déjà à l'époque, Déjà à ce l'époque, gros sujet. Tout à fait.
D'où le premier produit, d'où le nom même de la marque, Unique à l'eau. C'est unique à l'eau au final. Ouais, c'était déjà de la peinture à l'eau. C'était des badigeons, donc c'était de la poudre qu'on mélangeait avec de l'eau, et d'où le nom de la marque. Ensuite, c'est Hervé Pestouri qui a repris la direction et qui a fait grandir notre entreprise. Le fils de Serge. Le fils de Serge, tout à fait. Et maintenant, c'est donc Thomas et Romain qui sont la 3e génération. Ok, génial. Les enfants, les fils de Hervé ? Fils et neveux. Génial, d'accord, c'est super. Qui ont repris la direction de l'entreprise et à qui les valeurs environnementales tiennent particulièrement à cœur. Ce qu'on peut dire aussi sur notre entreprise, c'est qu'on est en recherche constante de qualité, d'innovation. On est très à l'écoute du terrain et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est les leaders indépendants en peinture bâtiment. Et alors justement, quel est l'ADN d'Unique à l'eau ? Comment vous décririez la marque en 2-3 mots ? 3 mots, allez. 3. Alors, j'en ai plutôt 4, moi. Ok, vas-y. Désolée. Je prends aussi. L'ADN, en fait, comme j'ai dit, c'est une entreprise familiale. Donc, c'est très important pour nous. On est très à l'écoute de nos clients. Et la réactivité, c'est quelque chose de primordial dans notre métier. Et la recherche et le développement pour les générations futures. Donc, si je devais décrire l'ADN de la marque en 4 mots, je dirais plutôt qualité, technique, réactivité et convivialité. Parfait, c'est un très bon ADN. Quels sont les différents produits que vous proposez chez Unique à l'eau rapidement ? Parce qu'il n'y a pas que de la peinture. Et dans la peinture, il y a plein de gammes différentes et de produits différents en fait. Donc si on les liste ensemble, ça donne quoi rapidement ? En fait, on propose une très large gamme de produits, donc pour tous les professionnels du bâtiment, mais pas que, aussi pour toutes les personnes qui recherchent des produits qualitatifs et techniques. Et donc, on a plus de 2500 références de peinture, donc c'est assez conséquent. Et on propose des produits, que ce soit aussi bien pour l'intérieur, la façade, l'ITE, pour la boiserie. ITE, pardon ? L'isolation thermique pour l'extérieur. Bien sûr, ok. La boiserie, le sol, les métaux, la toiture, bardage. Donc, on a vraiment une gamme qui est très complète. Et au niveau des peintures intérieures, il y a plein de gammes différentes, de finitions différentes. Bon, on va en parler de toute façon au fur et à mesure de l'épisode. Mais... Oui, pour les gammes intérieures, en fait, nous, on découpe avec tout ce qui va être impression, primaire technique. On a les finitions mates, les finitions veloutées, les finitions satinées et on peut même aller jusqu'aux finitions brillantes. Au niveau de la distribution, vous avez plein de magasins en France maintenant parce que la petite entreprise Beglaise des années 30 a bien grandi. Aujourd'hui, il y a plus de 250 magasins Unique à l'eau en France. Donc ça, c'est votre moyen de distribution principal. Les peintres et les particuliers vont plutôt en magasin pour acheter les peintures Unique à l'eau. Est-ce que la vente en ligne est aussi en réflexion, un sujet ou pas du tout Oui, clairement, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de réfléchir. C'est un sujet d'avenir. Mais c'est vrai que tout ce qui est contact, proximité, conseil technique en magasin, c'est vraiment notre ADN, comme on l'a dit. C'est ce qu'on privilégie et c'est ce que nos clients apprécient et ce qu'ils viennent chercher avec nous, avec notre marque et notre réseau. Et au niveau de la production, de la fabrication, qui est un sujet tellement intéressant dont on va parler en détail aujourd'hui, quel est votre processus justement de fabrication de la peinture chez Unique à l'eau et quelles sont les grandes étapes en fait ? Comment on fabrique de la peinture ? Alors finalement, une formule de peinture, on pourrait par analogie la rapprocher d'une recette de cuisine qu'il faut respecter. Avec des ingrédients et plein d'étapes. Exactement, avec de nombreux ingrédients, parfois bien plus nombreux que ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans une recette de cuisine, puisqu'on peut parfois monter jusqu'à plusieurs dizaines d'ingrédients. Donc on ne parle pas d'ingrédients, mais de matières premières, matières premières différentes. Et le point critique, on va dire, d'une recette ou d'une formule plutôt de peinture, c'est de pouvoir rajouter les ingrédients dans un ordre précis. D'accord. D'avoir effectivement des quantités bien spécifiques et bien définies, mais aussi de bien respecter le process de fabrication, donc l'ordre d'incorporation, mais aussi les temps d'agitation, les temps de repos et des points de contrôle réguliers à chacune des étapes critiques de la fabrication. D'accord, parce que s'il y a un point qui ne fonctionne pas, si le temps d'agitation n'est pas le bon ou si l'ordre n'a pas été tout à fait respecté, le résultat final n'est pas du tout le même. Exactement, en fait. Si les process de fabrication ne sont pas bien maîtrisés et pas bien respectés en fonction, on va dire, de ce qu'ils ont été définis au sein du laboratoire de recherche et développement, cela peut induire des variabilités sur la régularité des lots qui sortent de nos usines et voire des problèmes beaucoup plus graves. Non, des problèmes de grains, par exemple. D'accord. Des problèmes de couvrance, des problèmes de texture, ce genre de choses. Et globalement, quels vont être les... Alors, pas les ingrédients, mais les matières premières, du coup, tu vois, de façon générale Alors,
Généralement, en fait, la fabrication se déroule en plusieurs phases. Dans un premier temps, en fait, on a une phase qu'on appelle de dispersion, dans laquelle, en fait, on vient disperser, répartir, en fait, de manière homogène, en fait, ce qu'on appelle les pigments et les charges. Ces pigments et ces charges, en fait, ils vont avoir pour fonction principale d'amener de l'opacité, de la blancheur et de réguler le brillant de la peinture. Ensuite, on vient adjoindre, en fait, ce qu'on appelle le liant, le polymère. Donc ça, c'est une matière première importante qui va donner les performances mécaniques, techniques réellement à la peinture, qui va lui donner ses facultés d'accrochage sur le support, mais aussi de résistance chimique notamment. Et enfin, on vient aussi adjoindre des additifs, donc tout au long de la formulation, mais aussi en fin de formulation, pour ajuster la texture, la viscosité, optimiser le débulage de la peinture, permettre le séchage aussi, une fois appliqué, etc. Donc chaque matière a vraiment son rôle très précis dans la formule, quoi. Et parfois, une matière peut avoir plusieurs rôles aussi. Oui, d'accord. Voilà. Et à quel moment arrive l'eau là-dedans ? Alors, quand on fabrique une peinture en phase aqueuse, généralement, la majeure partie de l'eau est intégrée en tout début de formulation. Exactement. Mais dans certains process, on peut aussi intégrer de l'eau en milieu de formulation, mais aussi à la fin. Quel est le rôle du laboratoire recherche et développement Unicalo et de ses équipes ? Qu'est-ce qui se joue dans ce labo au quotidien ? Qui est ton terrain de jeu ? Oui, complètement. Donc le laboratoire de recherche et développement chez Unicalo, c'est près de 40 collaborateurs, qui sont répartis donc, sur 2 sites de fabrication, celui de Mérignac et celui de Cestas. Ces 40 collaborateurs ont des profils très variés, avec des profils scientifiques très différents et très complémentaires, des expériences aussi très complémentaires. Leur principal rôle, évidemment, c'est d'assurer le développement de nouveaux produits, mais aussi de maintenir ces produits au niveau... La qualité des produits déjà disponibles. Complètement, c'est d'assurer la qualité, totalement. Et même de les améliorer, sans doute. Voilà, de les améliorer, de les garder conformes à la réglementation, puisque la réglementation est sans cesse en train d'évoluer. Tout à fait. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres rôles qu'on ne soupçonne pas. C'est par exemple de tester de nouvelles matières premières, de nouvelles technologies pour pouvoir en fait innover et progresser, ou en tout cas faire progresser nos produits au quotidien. Ça doit être passionnant. Tout à fait. Donc il y a les laboratoires et aussi les usines à Mérignac et à Cestas. Alors la fabrication française, girondine même, vraiment locale, c'est un gage de qualité, mais est-ce que ce ne serait pas aussi pour vous la possibilité de tester des choses plus facilement, de nouvelles idées, de nouvelles formules, d'être agile en fait dans tout ce que vous faites dans ce laboratoire, efficace, rapide dans votre R&D, quand tout est proche, je me dis que forcément ça facilite sans doute beaucoup de choses. C'est une vraie chance d'avoir effectivement 2 sites de fabrication et donc 2 laboratoires qui soient effectivement proches à une quinzaine de kilomètres chacun. Ça facilite effectivement les échanges entre sites, entre laboratoires, entre chercheurs. La grande chance qu'on a aussi, c'est d'avoir effectivement des sites qui sont implantés en fait sur le territoire métropolitain, qui est donc notre jeu, on va dire, notre territoire de prédilection en tout cas pour la vente de nos produits, et qui nous permet en fait d'avoir effectivement une proximité en fait avec nos clients, ce qui nous permet de bien comprendre en fait leurs besoins, mais aussi leurs contraintes, et donc de pouvoir développer des produits qui sont réellement adaptés à notre clientèle. Concernant effectivement la partie, on va dire, progrès et innovation des produits, ce qui est intéressant pour nous d'être impliqué implanté en Gironde, mais aussi en France, c'est de pouvoir participer au tissu économique local, en tout cas sur les industries de la chimie, de pouvoir collaborer aussi avec des startups qui sont en pleine évolution et en pleine innovation sur des sujets, par exemple, d'économie circulaire, comme on a pu le faire. Parler. Exactement. Donc cette implantation, en tout cas territoriale française, pour nous, est très importante. Comment la fabrication de la peinture et ses ingrédients, du coup, a-t-elle évolué depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans en France ? Alors, elle a beaucoup évolué depuis 50 ans, puisqu'il y a 50 ans, la majorité des peintures étaient des peintures solvantées. D'accord. La peinture à l'eau, en fait, c'était plutôt rare ? Ah oui, complètement. Okay. Oui, complètement. Techniquement, on n'utilisait que des peintures, ce qu'on appelait glycérophthaliques, ou glycéro avec un abus de langage, mais donc des peintures en phase solvant. La transition, en fait, s'est faite doucement, petit à petit, mais elle a été bien amorcée maintenant depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, le ratio est complètement inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fabrique 95% de produits en phase aqueuse contre à peine 5% de produits solvantés. Vous ou l'ensemble du marché ? L'ensemble du marché.
Ce qui a rendu possible, ou ce qui a engendré en tout cas cette transition de phase, finalement, phase solvantée vers phase aqueuse, c'est notamment l'impulsion en fait des réglementations sur les composés organiques volatiles, notamment les fameuses COV. Exactement, courant des années 2000, et qui a poussé les chimistes en fait à passer de technologies en phase solvant à des technologies en phase aqueuse. C'est possible. Du coup, aujourd'hui, grâce en fait à des gros chimistes qui ont réussi finalement à obtenir des performances techniques similaires aux peintures glycéro. Exactement. Avec des peintures plus, en phase aqueuse. Complètement. Et du coup, chez Nicalo, on était déjà précurseurs sur les phases aqueuses. Vous aviez de l'avance sur tout le monde. Tout à fait. Donc ça a dû vous permettre de beaucoup de choses, d'avoir cette avance. C'est quoi les convictions profondes du Nicalo sur ce sujet, pour aujourd'hui et pour l'avenir ? Alors les convictions profondes du Nicalo, c'est d'innover et de faire progresser notre industrie. Travailler effectivement sur des produits différenciants, en rupture technologique, faire progresser la chimie, ou en tout cas notre chimie en interne, pour qu'elle soit en tout cas en accord avec nos valeurs et les valeurs de notre direction, avec des impulsions effectivement sur l'amélioration des impacts environnementaux, la mise au point de produits sécuritaires et donc le soutien à des initiatives par exemple d'économie circulaire. Voilà, c'est ça qui nous tient à cœur et ce vers quoi en tout cas on aimerait pouvoir se diriger dans le futur. Et qui vous fait vous lever tous les matins. Exactement. La peinture bas carbone, parce que c'est un terme qu'on entend souvent. Qu'est-ce que ça signifie pour Unicalo ? C'est quoi votre définition de la peinture bas carbone ? Il faut savoir que le terme bas carbone n'est pas encadré de nos jours. D'accord. On va y venir, comme c'est le cas pour ce qui est maintenant les peintures biosourcées. Oui, qui pour le coup est un terme qui est réglementé. Exactement. Normalisé plutôt. Normalisé, oui. Mais je pense qu'à terme, on va forcément y venir. Oui. Mais pour le moment, c'est pas encadré. Donc bas carbone, il faut toujours se poser les bonnes questions. Bas carbone par rapport à qui, à quoi ? Exactement. Nous, chez Unicalo, on ne parle pas de peinture bas carbone, mais de solution bas carbone, ce qui est différent. Et en fait, on met en avant nos gammes de peinture qui ont un impact environnemental réduit par rapport à nos gammes traditionnelles, même si notre but, comme le disait Charlotte, c'est d'inclure au maximum des matières innovantes, donc que ce soit biosourcées, recyclées ou circulaires, dans l'ensemble de nos gammes et pas que dans des gammes dédiées. D'accord. Donc on a 3 typologies, on va dire, de gammes qu'on met en avant dans nos solutions bas carbone. Okay. On a nos peintures biosourcées, donc notre gamme Nae, on a nos peintures recyclées, notre gamme circulaire et notre gamme éco-conçue qui est notre gamme plutôt aqualine. Donc le bas carbone, ça veut dire pour vous une solution ou une peinture qui a un impact carbone plus faible qu'une gamme classique de peinture. Alors le terme d'impact carbone est un peu réducteur, donc on parle plutôt d'un impact environnemental qui est plus faible par rapport aux autres gammes de peinture, donc en interne ou même que sur le marché de nos confrères par exemple. D'accord. Il est important de préciser qu'effectivement, la diminution de l'empreinte carbone d'un produit est effectivement un point crucial de notre stratégie, mais c'est important aussi de regarder les consommations d'eau qui sont rattachées en fait sur ces produits-là, la génération de déchets, l'occupation des sols, notamment quand on parle de produits biosourcés. Donc en fait, la réduction de l'empreinte carbone, c'est un élément, mais en fait, les impacts environnementaux au global, c'est plutôt ceux vers quoi on se dirige et ceux qu'il faut regarder pour le futur. Oui, mais est-ce que tous ces sujets-là, ils ne sont pas inclus dans ce calcul de l'impact environnemental, tu vois ? Complètement. Si, voilà. Et ça induit aussi des échanges constants avec nos partenaires, nos fournisseurs, pour pouvoir avoir des bases de données qui soient très fiables et transparente. Donc ça demande aussi un accompagnement au quotidien de notre laboratoire, du service de recherche et développement, pour avoir des données qu'on maîtrise et qui soient transparentes sur ce type de données. Et si on parle un peu plus en détail de la peinture biosourcée, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui la compose ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait une peinture biosourcée ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ? Et quelle est pas la réglementation, mais la normalisation. Du coup, pour pouvoir utiliser ce terme ? Les produits biosourcés, en fait, ce sont des produits, pour être simples, qui sont issus de la biomasse. La biomasse, en fait, fait référence à tout ce qui est monde vivant, donc monde végétal, monde animal, les algues, les champignons, etc. Dans la gamme Nae, nous intégrons donc des matières biosourcées qui sont issues en fait du monde végétal et des algues principalement. Nae, c'est votre peinture, votre gamme de peinture biosourcée, Nae. Nae, tout à fait. C'était pour préciser pour les gens qui ne la connaissent peut-être pas. Ça veut dire jeune pousse en japonais. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire ça veut dire petit bourgeon, mais c'est jeune pousse, pardon. Génial.
Donc la particularité en fait du défi que nous avions eu il y a maintenant 16 ans à concevoir. Ça fait longtemps que vous êtes sur le sujet en fait. C'est pas du tout un truc, pour moi c'est un truc qui date d'il y a 5 ans, pas du tout. Absolument pas. Okay. Absolument pas. En fait, pour la petite histoire, moi je suis rentrée chez Uniqalo pour concevoir concevoir ce que tu me disais tout à l'heure, cette gamme. Cette idée en fait elle a été initiée par notre précédent PDG, Hervé Pestouri, dont on a parlé en introduction, qui s'est rendu compte en fait avec l'actualité autour du pétrole, de sa raréfaction, de ses problématiques d'extraction, de son impact environnemental, des crises aussi financières et d'approvisionnement qui sont liées au pétrole, en fait a eu la volonté à un moment donné en fait de diriger la recherche et le développement de sa société vers des solutions différenciantes qui seraient vouées dans l'avenir en fait à pérenniser notre activité industrielle, parce qu'il a vite identifier en fait un risque lié à l'exploitation unique du pétrole. Donc c'est comme ça qu'on a commencé en fait à travailler sur la gamme Nae. Pour être franche, on a clairement essuyé les plâtres, sans mauvais jeu de mots, mais on a essuyé les plâtres puisqu'à l'époque c'était vraiment des technologies de rupture et très sporadiques. Personne ne faisait ça ? Non. Dans le monde de la peinture, quasiment pas en tout cas. Okay. Et donc la disponibilité des matières premières associées était très faible. On avait donc très peu de choix. Il a fallu aller chercher des ingrédients qui étaient issus de la cosmétique ou du monde de l'alimentaire pour les transposer dans une filière différente. Exactement. Donc il a fallu quand même quelques mois et quelques années pour essayer d'identifier des choses qui soient suffisamment qualitatives pour nos professionnels. Donc ça a été un grand challenge, beaucoup de travail. Et aujourd'hui on est très fiers, je pense, de ce travail qui a été fait. La chance d'avoir travaillé et d'avoir engagé ce travail depuis 15 ans maintenant, c'est qu'aujourd'hui on a 15 ans d'expérience sur les peintures biosourcées. C'est pas le cas de nombreuses marques, j'imagine. Exactement. Donc on a 15 ans d'expérience en R&D, mais aussi dans la maîtrise du process industriel, puisque la maîtrise du process industriel des matières biosourcées est quand même différente des matières premières classiques, dans le sens où le monde végétal, c'est pas le monde de la chimie, il y a des variabilités. Tous les lots de matières premières ne sont pas identiques, exactement, et peuvent introduire du coup des biais dans la fabrication. D'accord. Donc il a fallu nous rôder pour pouvoir appréhender ces technologies. Sur une science qui est moins exacte, quoi. Exactement. Et alors, on parlait de la normalisation. Oui. Quelle est la règle, en fait, pour... Pardon, je parle encore de règles. Quelle est la norme en fait, pour pouvoir dire qu'on a une peinture biosourcée ? A établi une exigence minimale de 20% de carbone biosourcé par rapport au taux de carbone global qui est dans les produits pour qu'on puisse parler d'une peinture qui est biosourcée. D'accord. 20%, c'est pas tant que ça, on pourrait se dire. Déjà... Et à la fois, c'est beaucoup. Et à la fois, c'est beaucoup. Nous, par exemple, dans notre gamme de produits Nae, le taux de carbone biosourcé global produit, on va dire, on est entre 77 et 96% en fonction des finitions. Okay. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a la maîtrise, l'expérience et que maintenant, on a réussi à concevoir ce type de produit. C'est pas forcément le cas de tous les acteurs qui sont sur le marché. C'est pour ça que c'est très important de regarder ce taux-là à l'intérieur des produits. On le trouve sur le pot ? Sur les fiches techniques en général, c'est renseigné. Alors des fois oui, des fois non. Souvent, quand le taux est bon, il est bien mis en valeur. Ouais. Ou alors il est écrit en petit. Ou alors il n'est pas mentionné. Tout à fait. On est dans l'obligation, à partir du moment en fait, où un produit est qualifié de produit biosourcé, on est dans l'obligation d'accompagner ce terme en fait, du pourcentage de carbone biosourcé contenu dans le produit. D'accord. Et effectivement, notre fédération des peintures en fait, s'est mise d'accord sur le fait de ne pas communiquer sur des peintures biosourcées qui auraient un taux de carbone biosourcé inférieur à 20%. Donc 20%, c'est le minimum à atteindre pour communiquer sur le fait que la peinture est biosourcée. Mais ça n'empêche pas, effectivement, d'être bien au-delà. C'est ça, en fait, il y a peinture biosourcée et peinture biosourcée, parce qu'il y en a qui sont à 20% et il y en a comme vous qui sont à 90%, voire plus. Exactement. Donc, il y a plein de il y a plein de choses différentes dans la peinture biosourcée, quoi. Ouais. Donc, c'est un bon conseil à donner de lire, de chercher cette info, ou quand on achète en ligne, de regarder sur la petite fiche produit où c'est mentionné, ou de chercher la petite inscription sur le pot pour trouver ce taux, quoi. Exactement. Parce que c'est important pas de la bien même, regarder, 20% de bien ou se renseigner. 90%, c'est quand même pas la même chose. Donc concernant Nae, en fait, le cahier des charges initial était effectivement d'intégrer des matières premières biosourcées, mais il était aussi de minimiser en fait l'utilisation des matières premières transformées
chimiquement et pétro-sourcés. De ce fait, on a beaucoup travaillé en fait sur la conception avant même de passer au laboratoire en faisant des études d'impact environnemental, notamment sur une des matières premières les plus critiques sur l'empreinte carbone, très clairement, qui est le pigment blanc, le dioxyde de titane, pour essayer de trouver différentes solutions. Ces études en fait de conception nous ont montré finalement qu'aujourd'hui ce pigment blanc était incontournable et que lorsqu'on cherchait à le remplacer, il fallait, avec les alternatives identifiées, en mettre 3 fois ou 4 fois plus pour la même efficacité, et donc de ce fait que finalement l'impact environnemental du dioxyde de titane était beaucoup plus faible. Donc globalement, dans la fabrication, dans la composition des peintures Naé, il y a effectivement ce dioxyde de titane, mais qui est présent dans toutes les peintures blanches. Il y a de l'eau, bien évidemment. Il y a des résines qu'on appelle des résines alkydes, qui sont donc d'origine végétale. Sur base résine de pin, résine de colza, de soja, mais qui sont transformées via des procédés de chimie verte pour les rendre utilisables et techniquement performantes. Il y a aussi des additifs naturels et biosourcés qui sont issus par exemple de ce qu'on appelle de cellulose, de polysaccharides ou de gommes de goire qui sont des gommes végétales. D'accord. Voilà, et aussi quelques ingrédients et additifs pétro-sourcés pour venir stabiliser l'ensemble de la peinture, voilà, et la rendre applicable, bien évidemment. Ok, c'est trop intéressant. Il est important de préciser que sur ces matières premières et notamment ces liants d'origine ou ces polymères, on va dire d'origine végétale en fait que nous utilisons, il est important de préciser que pour leur fabrication, en fait, les grades d'huile qui rentrent dans la fabrication de ces produits techniques ne sont pas en compétition avec l'alimentaire, puisque ce sont des grades avec des puretés spécifiques qui sont destinés en fait à l'industrie et des grades d'autres puretés qui sont destinés à l'alimentaire. Et ce qu'il est important aussi de rajouter, et que je me permets de rajouter, Charlotte, c'est qu'on se source en Europe pour ce type de résine et d'huile végétale, et qu'on a aussi des charges qui sont géosourcées, minérales qu'on a dans la composition de notre peinture, qui sont sourcées localement en France également. D'accord. Et quelles sont les solutions et les matières premières les plus écologiques pour vous, pour fabriquer de la peinture aujourd'hui, en 2026, en France ? Alors, les matières premières qui sont pour nous les plus responsables, en tout cas, ce sont celles qui vont présenter des atouts techniques évidents, puisque le premier point en termes de durabilité, c'est déjà de concevoir des peintures qualitatives et qu'on n'a pas besoin de renouveler tous les ans. C'est sûr. Ça, c'est le premier point. Ça donne de la durabilité et complètement. C'est aussi un critère à prendre en compte. Exactement. Je pense que c'est même le premier critère qu'il faut prendre en compte, évidemment. Oui, parce qu'on peut faire une peinture super écolo, mais s'il faut repeindre au bout d'un an, ça n'a pas beaucoup de sens. La peinture la plus écologique, en fait, c'est celle où il n'y a rien dans le fût. C'est-à-dire que c'est de l'eau ou éventuellement rien du tout, finalement. Moins il y aura de matières premières, en fait, et celle moins... qui n'existe pas. Exactement, et moins on aura d'impact environnemental, en fait, associé. Donc, il est important déjà de choisir une peinture de qualité. Ça, c'est le premier point, parce que renouveler la peinture tous les ans, alors qu'évidemment, elle va être peut-être étiquetée naturelle, écologique ou je ne sais quoi, c'est clairement pas une solution. Et ensuite... Donc, il faut trouver l'équilibre entre l'impact écologique, l'impact environnemental et la durabilité et donc la qualité. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait le fer de lance, la stratégie d'Unicalo, ça a toujours été en fait de mettre au point des produits de qualité et de ne jamais rogner sur la performance et la technique. Ça c'est la première stratégie, elle est bien là, et d'associer du coup à ce gage en fait de qualité des matières premières dont les impacts environnementaux sont abaissés et viennent soutenir aussi des initiatives locales d'économie circulaire et de recyclage. Pour vous donner un exemple, effectivement, nous avons travaillé maintenant depuis quelques années avec une start-up bretonne qui a mis au point en fait un procédé de recyclage des coquilles d'œufs. Voilà, et qui a breveté en fait ce process, et aujourd'hui ces coquilles d'œufs sont utilisées dans nos peintures en remplacement de charges minérales. Génial. Ce qui nous permet de soutenir une initiative d'économie circulaire. Donc ça c'est pour la gamme Naé par exemple ? Alors pas que. On en trouve aussi par exemple dans l'impresse Aqualine Impress, qui est l'impression de notre gamme Aqualine et qui est du coup une formule biosourcée, donc elle à hauteur de 21%. C'est pour ça qu'on parle plus d'éco-conception pour cette gamme que de biosourcée. Donc on retrouve ce type de matière première. Ah ouais, c'est trop intéressant. L'enjeu en fait de venir intégrer en fait ce type d'ingrédients qui sont en rupture technologique complète avec ce qu'on connaît jusque-là, mais dans des gammes ou dans des peintures de type Aqualine Impress pour nous, c'est que l'Aqualine Impress c'est une peinture à fort volume. Et donc vous vendez beaucoup. Exactement. Donc en fait notre volonté en fait aujourd'hui, elle n'est pas seulement de développer des gammes de peinture
biosourcés avec des taux de biosourcés qui soient très très élevés. Mais notre volonté, en fait, elle est clairement de généraliser ces technologies recyclées. Sur les formules que vous vendez beaucoup. Exactement, parce que c'est de cette façon en fait qu'on aura en fait un impact vrai favorable. Impact, c'est clair. Voilà. Donc effectivement, la poudre de coquille d'œuf est un premier exemple, mais des solutions de matières premières, en tout cas à faible impact, il y en a d'autres. Il y a l'utilisation de résines recyclées, il y a le sourcing local. Il faut savoir que chez Unicalo, effectivement, nous approvisionnons 94% de nos volumes de matières premières en Europe, ce qui est quand même assez important. Donc, ce qui sous-entend qu'on travaille très peu, par exemple, avec les continents américains et asiatiques. Et 50% de nos volumes viennent de France. Donc ça, c'est très important puisque le transport, déjà, a beaucoup d'impact sur le produit final. Et dans les matières premières qui sont utilisées dans les peintures en phase aqueuse, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup d'eau. Donc, transporter de l'eau qui vient de loin, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est clair. Sur la partie, effectivement, matières premières, en tout cas à faible impact, il y a aussi une ressource que nous avons identifiée déjà depuis quelques années comme critique. On en entend beaucoup parler, clairement, c'est l'eau. Oui. Donc, chez nous, il y a eu beaucoup de recherches au niveau industriel, en tout cas pour pouvoir purifier, retraiter l'eau qui est utilisée pour nettoyer en fait nos outils de fabrication. Et désormais, nos prochains sujets, en tout cas de recherche et même d'industrialisation, sont de pouvoir réutiliser cette eau dans nos peintures et de ne pas la jeter. Ah ouais, et donc ça, c'est quelque chose qui est en cours d'études. Complètement. J'imagine que c'est un chantier sur des années. Complètement. Donc là, on a une station d'unité de traitement des eaux qui est en cours en fait de construction sur un de nos 2 sites industriels, celui de Cestas particulièrement. Et à l'aboutissement de cette construction, nous commencerons à réutiliser l'eau. Ah ouais. Non, les tests sont déjà faits. Ah d'accord. Génial. Et validé. C'est ça, les tests ont déjà été réalisés en partie. Et donc l'objectif, c'est, je dirais, sous 1 ou 2 ans, de pouvoir réutiliser cette eau dans nos produits de fabrication. Ah ouais, génial. Et est-ce qu'il y a déjà des pistes moins précises pour l'instant, mais peut-être des pistes pour l'avenir, pour les prochaines dizaines d'années? Est-ce qu'il y a des matières premières dont on commence à parler, qui pointent le bout de leur nez, mais qui ne sont pas encore très bien connues et qui n'ont pas encore été trop testées peut-être? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine-là sur des matières premières qui viennent finalement, qui sont issues, on va dire, des procédés d'économie circulaire. Il y a beaucoup de start-up qui travaillent sur ces sujets, des start-up aussi qui travaillent, par exemple, sur l'économie de ce fameux pigment blanc dioxyde de titane, puisque, comme je vous ai expliqué, c'est quand même un pigment qui est très impactant pour notre industrie. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de progrès. Nous sommes en train de tester en tout cas beaucoup de technologies de rupture au sein du laboratoire et nous avons bon espoir que d'ici quelques mois ou quelques années de pouvoir sortir des gammes qui aient des impacts environnementaux beaucoup plus avantageux que ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est trop bien. Vous ne devez pas vous ennuyer au labo. Effectivement. La circularité, tu en as parlé plusieurs fois, c'est une des pistes. Complètement. Unicalo a acquis Circouleur, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a quelques années maintenant. Fin 2023. D'accord. Et c'est le pionnier français, je pense, de la réutilisation de la peinture. Tout à fait. C'est une entreprise bordelaise, en plus. Moi, c'est rigolo parce que je les suis depuis longtemps, parce que j'avais monté une boîte à l'époque et ils avaient lancé Circouleur en même temps. On s'était retrouvés, on s'était rencontrés. Donc, je suis très heureuse de les retrouver chez vous. Je ne savais pas que vous les aviez rachetés. Et je trouve ça génial parce que ça veut dire que quand une grande entreprise comme Unicalo s'intéresse à ce genre d'entreprise et de projet, ça leur donne aussi les moyens d'avancer, de bien se développer. Donc je trouve ça trop chouette. Et ça montre aussi surtout que ce sujet est vraiment pris au sérieux par les entreprises importantes du secteur, quoi. Donc où est-ce que vous souhaitez aller, vous, avec cette gamme? Parce que maintenant c'est une gamme d'Unicalo, Circouleur. Quels sont les enjeux liés au recyclage de la peinture pour vous, qui doit pas être un sujet évident. Et j'imagine qu'il y a toute une filière à sensibiliser, à éduquer même sur la récupération de fonds de peau, parce que c'est ça le sujet, il me semble. Tout à fait. Donc comment ça se passe, ça? Oui, effectivement, c'est la vision révolutionnaire de Circouleur qui a séduit la direction, donc avec le fait de prendre des déchets de peinture et de les transformer en peinture neuve et de qualité. Donc par déchets de peinture, on entend les résidus, les fins de peau. Que tout le monde a après un chantier. Exactement. Il en reste toujours plusieurs en général, et c'est vrai que c'est un déchet... C'est un déchet qu'on retrouve en déchetterie, qu'on retrouve dans nos magasins maintenant, puisque nos magasins sont équipés de bacs de récupération, tout simplement. Mais ça, c'est génial. Les pots Unicalo ou n'importe quelle peau de n'importe quelle marque? N'importe quelle peau de n'importe
quelle marque trop peuvent bien. être ramenées dans tous nos magasins, dans presque tous nos magasins. Ok, parce que du coup, avec votre gamme circulaire, vous récupérez ces fins de peau. Alors, non, Circouleur, en fait, on récupère les fins de... On a 2 partenaires, si vous voulez, qui sont 2 déchetteries partenaires, une qui est basée en Gironde et l'autre en Auvergne-Rhône-Alpes, D'accord. sur lesquels on récupère les fonds de peau. Donc, on les récupère, on les trie minutieusement. Donc, c'est-à-dire qu'on sépare, on ne prend que les peintures acryliques en phase aqueuse. D'accord. Et ensuite, on les sépare par finition, par couleur. Ok. Une fois qu'ils sont triés, sélectionnés, sur place, on fait un premier traitement, on les rassemble et ensuite ils sont envoyés ici à notre labo. Les peintures sont analysées, formulées et ensuite elles partent en production. Donc là, on va assembler toutes les peintures qu'on a récupérées. Peu importe les couleurs, etc. Non, bien Non. sûr, le blanc avec le blanc. D'accord. On va assembler les teintes pour pouvoir faire des teintes. D'accord. Mais non, ça se passe pas comme ça, non. Donc Circouleur a un nuancier propre. On n'a pas de nuancier propre. En fait, avec Circouleur, on peut faire de la teinte blanche classique, mais aussi des peintures pastel. Toutes les peintures pastel qui D'accord. sont disponibles. Ok. Uniquement pastel. Ah, génial. Donc, on a plus de 45 000 teintes qui sont Ah oui. disponibles avec Circouleur. 45 000 Oui. D'accord. Tout à fait. Ah oui, je m'attendais pas On à a ça. beaucoup Tu de me pastels. dis juste du blanc et des pastels, 45 000. Ok. Le nuancier des pastels est très conséquent. En fait, D'accord. si on prend toutes les teintes qui existent, on est à plus de 110 000 teintes qui sont possibles de faire. On a vraiment beaucoup de variations dans les teintes. Donc quand elles partent en production, les peintures, elles sont assemblées, elles sont analysées, ajustées, et après elles sont reconditionnées. Elles repartent dans le cycle de vie classique d'une peinture, à savoir la commercialisation, la mise en œuvre et la fin de vie. Donc retour à la déchetterie de la fin du pot. Donc c'est ce qu'on appelle C'est génial. Et la le circularité. pot va revenir encore une fois, peut-être Peut-être, Enfin, oui, tout à fait. Il est possible qu'on récupère c'est ça, une fin de pot que vous circulaire. avez déjà Exactement. recyclé. Ouais, c'est super. Donc en fait, il y a 2 principaux, on va dire, avantages à ça. C'est qu'on évite l'extraction de nouvelles matières premières en reprenant des déchets et qu'ensuite, on évite aussi l'incinération de milliers de litres de peinture en donnant une deuxième vie à ces déchets. Et est-ce que la gamme Circouleur, les nouveaux pots sont faits seulement, exclusivement avec les fonds de peau récupérés, ou est-ce qu'il y a quand même de l'ajout de nouvelles matières pour donner un peu plus de volume, parce que c'est peut-être Dans pas nos suffisant. peintures Circouleur, on a au minimum 90% de peinture recyclée. Ah ouais, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on ajoute moins de 10% de matière neuve D'accord. pour avoir une peinture acrylique standard, conforme aux qualités qu'on retrouve sur le marché. Oui, qui est en A+, Exactement. tout ça. Oui, avec une bonne opacité, un bon pouvoir couvrant, garnissant, une bonne glisse, etc. Pour reparler un peu des enjeux, des défis, on a identifié un peu 3 défis majeurs sur ce type, cette gamme de peinture. Donc le premier, ça a été d'améliorer le cahier des charges et d'industrialiser le process. Ça devait être des années de travail. Oui, un gros travail du labo. Oui, je confirme. Le deuxième, ça concerne les matières premières. Donc, il faut sécuriser et trouver des solutions pour essayer d'augmenter en fait notre rapport en matières premières. Oui, le sourcing, trouver ces fonds de peau, quoi. Donc, on a des pistes d'évolution parce que c'est de la peinture qui est de plus en plus demandée au vu du contexte réglementaire en place, etc. Donc, il faut que nous, on puisse aussi réussir à fournir, répondre à la demande, tout simplement. Donc là, j'imagine qu'il y a un gros travail sur les points de collecte. Tout à fait. Parce que là, tu parlais de 2 régions, surtout avec des déchetteries. Oui. Mais en fait, là, vous avez encore un gros potentiel de développement sur les zones de collecte, du coup. Oui, exactement. Et ça, c'est un travail qui est en cours et qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup d'énergie pour qu'on puisse ensuite augmenter notre volume d'approvisionnement en matières premières. Et le troisième défi, forcément, c'est convaincre le terrain, le commerce. D'accord. Comme pour tout ce qui est, on va dire, un peu différenciant, innovant, il faut qu'on puisse montrer que nos peintures recyclées sont aussi qualitatives que des peintures classiques, des peintures professionnelles. Donc c'est un travail de formation, c'est un travail de démonstration. Il faut faire essayer les peintures. Il faut vraiment marketer ça, si je puis dire. Ah oui, parce que les pros, notamment les peintres professionnels, pourraient avoir un petit doute sur ça, tu crois, ou effectivement, les peintres professionnels, en fait, sont toujours un petit peu dubitatifs lorsqu'il s'agit de changer leurs habitudes. Oui, d'accord. Voilà, c'est plutôt ça le sujet. Donc, il est important... Parce qu'on peut comprendre. On aime tous avoir nos petites habitudes de travail. Complètement. Quand on leur demande de passer d'une peinture qu'ils appliquent depuis 10 ans, avec laquelle ils n'ont jamais de problème, à une peinture nouvelle, en plus, qui vient de produits recyclés, de fonds de peau, de déchets, ça peut pour eux avoir une connotation négative. Exactement. Donc, le travail, en fait, du Nicalo, c'est de les accompagner
en fait dans ce changement, clairement dans ce changement d'habitude, dans cette rupture pour eux sur les chantiers, etc. Oui, mais qui concrètement va pas constituer une rupture énorme. Enfin, c'est pas une peinture qui est très différente à l'application aussi ? Toutes les peintures sont différentes à l'application les unes des autres. Donc quand un peintre il a l'habitude d'utiliser en fait un produit avec l'applicabilité d'un produit, même si c'est changé juste en fait de marque sur un produit qui n'est pas recyclé, déjà pour lui c'est un changement d'habitude. C'est vrai. Donc en fait pour nous surtout le travail qu'on a à faire effectivement c'est beaucoup de pédagogie pour conforter en fait et confirmer que cette peinture en fait elle est aussi qualitative, qu'elle s'applique bien, qu'il n'y aura pas de défaut d'opacité, etc. et qu'ils auront en fait les mêmes performances in fine. Est-ce qu'il faut aussi les convaincre parce que Circouleur, c'est une gamme qui est peut-être un peu plus chère que les autres, au vu de tout le travail qu'il y a derrière, ou pas ? Alors non, pas forcément. Circouleur, en fait, on est sur les mêmes gammes de prix que les gammes de peintures qui sont biosourcées ou éco-conçues. On va être sur le même positionnement tarifaire. Donc, c'est pas plus cher d'utiliser de la peinture recyclée. Génial, parce que quand on imagine la dose de travail derrière, qui doit être... différente de la production. Ouais, j'imagine. C'est super que vous arriviez à la sortir au même prix que les autres. Donc, Circouleur, est-ce que c'est la gamme qui a l'impact environnemental le plus faible pour vous ? Tout à fait. Ouais, plus que Naé, par exemple. Enfin, c'est différent, mais... Effectivement, Circouleur, aujourd'hui, est la gamme Unicalo qui présente, en fait, de manière globale, le plus faible impact environnemental. Et comme l'a expliqué Lucie tout à l'heure, de par le fait qu'en fait, on ne vient plus extraire les matières premières. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans une peinture, les impacts environnementaux les plus importants viennent de l'extraction des matières premières. Donc là, on vient économiser, en fait, puisqu'on est à zéro, en fait, quasiment sur toute cette phase-là, sauf pour les maximum 10% qu'on va rajouter. Mais effectivement, c'est très faible par rapport à une peinture classique. La gamme Naé est aussi une gamme en fait avec des impacts environnementaux qui sont avantageux, mais c'est complémentaire parce qu'en fait on est bien conscient aujourd'hui que la solution en fait pour réduire l'impact global en fait de notre industrie et de celle du bâtiment, elle ne sera pas unique. Et aujourd'hui, les volumes que nous sommes capables de récupérer en déchetterie pour créer, on va dire, cette gamme Circouleur sont encore relativement faibles et ne permettent pas de répondre à la totalité du marché. C'est là où des gammes éco-conçues comme la gamme Aqualine ou des gammes biosourcées comme la gamme Naé en fait ont tout leur intérêt et sont complémentaires en fait à cette gamme Circouleur. Parce qu'elles peuvent être déployées en volume beaucoup plus important plus facilement. Exactement, et en plus du coup elles intègrent, malgré le fait qu'elles intègrent des matières premières neuves, nous essayons d'intégrer des matières premières qui sont issues de l'économie circulaire, qui sont biosourcées, qui sont recyclées et qui donc vont avoir des impacts de plus en plus faibles dans les années futures. Parce que tu as aussi le sujet de la circularité des matières premières. Et complètement. Aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous travaillons. La formule. Complètement. C'est ce sur quoi nous travaillons principalement dans le service innovation, en tout cas du laboratoire. La réutilisation de déchets, mais sur la partie matière première. Et tu as un exemple ? Oui, j'ai un exemple sur, par exemple, l'utilisation de résines qui sont issues en fait de déchets de verre et de pare-brise. En fait, les verres et les pare-brises, notamment qui sont exposés en fait aux UV à l'extérieur, en fait, sont enduits d'un polymère. Et en fait, les chutes de verre en fait sont traitées. Et en fait, on vient récupérer ce polymère. Ce polymère est de nouveau mis en dispersion et devient utilisable, par exemple, pour être intégré dans des peintures. D'accord. Ce que je voudrais rajouter, c'est aussi que Circouleur a l'empreinte carbone la plus faible du marché. Ah, tu veux dire que c'est la peinture, aujourd'hui, sur le marché en France, qui a l'impact carbone le plus faible ? Exactement. Bah oui, en même temps, c'est imbattable. Enfin, voilà, c'est de la peinture recyclée, quoi. Tout à fait. Ça ne s'invente pas. L'écologie, on en parlait plutôt vers le début de l'épisode, c'est aussi la durabilité. Parce que, en fait, des murs ou des façades rénovées avec des peintures durables, elles ont moins besoin d'être repeintes dans le temps. Est-ce que les produits plus techniques, plus solides, peut-être plus résistants, sont forcément moins écologiques de nature ? Et comment, du coup, vous trouvez l'équilibre entre produits techniques, exigences de performance et éco-responsabilité. Je pense aux peintures type, passage fréquent, façade hyper résistant aux UV, ce genre de choses, aux intempéries. Effectivement, c'est
le challenge, le défi et effectivement l'art en fait du formulateur de pouvoir trouver le compromis. Comme on le disait précédemment avec Lucie, le plus grand défi, en tout cas en termes d'environnement, c'est déjà de mettre au point des produits qui sont durables et qu'on ne vient pas renouveler trop régulièrement, parce qu'effectivement, sinon les impacts environnementaux sont importants. Mais effectivement, pour cela, ça nous demande d'intégrer des matières premières qui soient techniquement très performantes et qui ne sont pas toujours, je suis d'accord, celles... Les solutions les plus écologiques. Exactement. En termes de formulation. Exactement. Donc c'est là effectivement qu'il faut, c'est tout l'apprentissage, toute l'expérience en fait du formulateur, de pouvoir venir intégrer des matières premières, les combiner entre elles, avec des matières premières dont les impacts environnementaux vont être réduits, avec des matières premières qui vont apporter en fait vraiment de la durabilité. Par contre, s'il y a un point en tout cas sur lequel nous ne transigeons pas, c'est la partie sécurité. C'est-à-dire que de manière générale, nous n'utilisons pas, ou en tout cas nous faisons en sorte de ne pas utiliser de matières premières dangereuses pour les hommes et pour la santé. Nous avons une politique en fait très stricte là-dessus, qui vise en fait à remplacer les matières premières qui sont parfois, qui deviennent étiquetées, parce que les réglementations évoluent, pour essayer d'amener systématiquement de la sécurité à la fois à nos opérateurs, nos formulateurs, mais aussi effectivement à nos peintres, mais aussi après à l'utilisateur qui vivent dans les lieux. À l'utilisateur final, bien sûr. Tu penses à quel type de produit ? Il y a des produits comme ça qui sont autorisés dans certaines peintures, mais qui sont reconnus comme potentiellement dangereuses ? Complètement. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas forcément une matière première, par exemple, qui va être classée cancérigène, mutagène et reprotoxique. Elle n'est pas forcément interdite d'utilisation. Elle est autorisée dans son intégration, mais du coup... À une petite quantité, il y a des dosages, des pourcentages. Effectivement, il peut y avoir des seuils maximum à respecter, mais on peut aussi l'utiliser dans des quantités, peu importe la quantité, dans la quantité qu'on souhaite. C'est seulement que derrière, ça va engendrer un étiquetage en fait spécifique du produit. Elles seront pas, elles seront carrément avec des pictos dangereux, etc. Mais rien n'empêche techniquement de le vendre, en tout cas aux professionnels. Il y a une restriction souvent sur le grand public et sur les particuliers, mais effectivement règles. Pour le professionnel, pas forcément. C'est fou quand même. Exactement. Quels sont pour vous les grands enjeux du secteur de la peinture sur le sujet de la fabrication ? Bon, aujourd'hui, on en a pas mal parlé, mais pour les 20-50 prochaines années. Alors le premier enjeu, je pense que c'est de continuer d'allier la performance et la réduction en fait des impacts environnementaux complètement. Avec les réglementations, malgré tout, il y a quand même se durcissent aussi. Qui se durcissent. Il y a de plus en plus de substances quand même qui sont interdites ou en tout cas qui sont restreintes. Donc et souvent, on va pas se mentir, ces substances étaient aussi celles qui étaient les plus efficaces. Bien sûr. Et les plus performantes. Donc en fait, le challenge, c'est de continuer en tout cas à formuler et à mettre au point des produits techniques, sécuritaires et avec des performances environnementales avantageuses. Moi aussi, je vois un défi, donc, qui est le défi des matières premières. Il est important de sécuriser les matières premières, donc que ce soit en approvisionnement, trouver des sources d'approvisionnement locales, mais aussi la diversification dans le type de matières premières. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a plusieurs gammes de peinture, donc des gammes qui sont biosourcées, recyclées ou éco-conçues. Pour les matières premières, ça va être la même chose. Trouver des alternatives biosourcées, recyclées ou même circulaires. Qui se complètent en fait et qui font qu'au total, vous avez des gammes différentes et vous avez plein de solutions différentes qui ont chacune leur impact carbone différent, mais qui sont complémentaires et qui... La solution, en fait, elle sera pas unique. C'est ça. En fait, elle n'est pas unique, en tout cas dans le sourcing. Elle n'est pas unique dans le sourcing. Elle sera effectivement de diversifier clairement nos sources d'approvisionnement pour avoir des sources qui soient complémentaires et surtout pour se dire que désormais, les technologies qu'on connaît habituellement vont être de plus en plus difficiles à approvisionner. Le contexte géopolitique aussi est à prendre en compte, bien évidemment. Tout miser sur une solution. Exactement, parce que pour pérenniser aujourd'hui l'activité d'une société qui fait 50 000 tonnes de peinture, il faut diversifier. C'est trop intéressant. Merci beaucoup pour cet échange à toutes les deux, parce que franchement, c'est passionnant. Moi, je pourrais m'en parler encore pendant 1 heure, mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter, dont on n'aurait pas parlé, que j'aurais oublié ? Parce qu'on a, je pense que c'est pas mal. Bon, on n'a pas tout dit, mais c'est bien déjà. Non, mais c'est bien, on a partagé beaucoup d'informations et de quoi faire réfléchir aussi les personnes qui vont écouter. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir.
Qui aimeriez-vous entendre sur ce podcast après vous ? J'aime bien demander ça à mes invités. Moi, j'aimerais bien entendre Gimmick, qui est une société partenaire et qui est locale, située ici en Gironde, avec laquelle on a travaillé. En fait, c'est une société qui fabrique et design du mobilier. D'accord. Avec des matières premières recyclées. Et on a travaillé pour équiper notre site de 16 tasses avec ce mobilier. On en a ici aussi dans nos bureaux à Mérignac. Génial. Ceux-là, ceux sur lesquels on est assis, par exemple. D'accord. Et, les fauteuils. Et en fait, la vision est intéressante, comme le disait un de nos dirigeants. Les déchets des uns peuvent être les matières premières des autres. Oui, carrément. Et donc, j'aimerais bien les entendre à votre micro. Ah, et carrément. Je note. Merci beaucoup à toutes les deux pour toutes vos réponses. On y voit vraiment beaucoup plus clair grâce à vous. Moi, j'y vois plus clair, en tout cas, sur tous ces termes de peinture biosourcée, notamment. En fait, ça a l'air super comme ça, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc, je donne rendez-vous aux auditeurs sur unicalo.com pour en savoir plus, notamment sur certains points, parce qu'il y a plein de choses aussi qui sont expliquées sur le site. Et pour découvrir les gammes de peinture dont on a parlé aujourd'hui, en magasin, évidemment, puisqu'il y en a plus de 250 en France. Donc, il y en a forcément un pas loin de chez vous. Merci encore à toutes les deux et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses grâce à Lucie et Charlotte. 2 petites minutes encore pour vous dire que si vous aimez ce podcast, surtout n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. Juste après avoir écouté cet épisode, ça m'aide énormément à le faire connaître. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve d'ailleurs dès la semaine prochaine, mais si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez retrouver tous les épisodes déjà disponibles, il y en a plus d'une centaine, dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience, astuces de pro et bonnes adresses pour vos projets travaux. Vous pouvez enfin commander le livre du chantier sur lechantierpodcast.fr ou l'acheter en librairie, ce livre qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis en 10 chapitres, un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.